Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Fabrice Midal, traité de morale pour triompher des emmerdes. Fabrice Midal est, nous dit-on, l'un des principaux enseignants de la méditation en France. C'est un philosophe. Il est auteur de plusieurs best-sellers, dont un qui s'appelle « Foutez-vous la paix » par exemple, et puis aussi d'un livre sur l'hypersensibilité dont j'ai parlé dans une chronique précédente. Alors dans ce traité de morale pour triompher des emmerdes, que nous raconte-t-il? Eh bien, il s'agit au fond pour lui de procéder à ce qu'il appelle des renversements, des retournements plutôt, qui au fond nous font nous échapper d'une vision stéréotypée de la morale. Alors, lisons peut-être déjà son prologue pour comprendre un peu les enjeux qu'il met en place, peut-être aussi un peu pour les critiquer, car j'avoue être un peu resté sur ma faim en lisant ce livre-là qui survole beaucoup d'éléments sans beaucoup les approfondir, me semble-t-il. Mais lisons un bout du prologue. Dès l'école, un principe nous est aujourd'hui inculqué. Pour triompher des emmerdes, pour réussir, il faut être fort, savoir se battre, écraser les autres avant qu'ils ne nous écrasent, être un salaud, être le coq triomphant dans l'excitant combat auquel se réduiraient nos existences. Alors déjà, cette première affirmation me paraît critiquable, dans le sens où est-ce que c'est vraiment ça qu'on nous inculque à l'école? Peut-être ce qu'on nous inculquait. Je crois que l'école d'aujourd'hui a un discours qui est peut-être moins celui de « il faut être fort, il faut se battre ». On n'y arrive pas, là c'est Fabrice Midal qui reprend la parole, on n'y arrive pas, une alternative nous est proposée, apprendre à laisser tomber. Là il y a des guillemets, à laisser tomber, à lâcher prise, à être zen, à rester calme, à grimper dans les nuages, à se réfugier dans une bulle pour atteindre une sorte de sérénité. Telles sont devenues nos deux seules références d'existence, nos deux pièges mortifères, tuer ou abandonner. Mais moi, je n'ai pas envie de détruire les autres, cela me détruirait. Je n'ai pas non plus envie de renoncer à mes responsabilités, à ma révolte, à mes envies profondes, à mes aspirations. Je ne peux pas vivre dans ce monde-là. Je ne veux pas me détacher des réalités. J'ai besoin d'être, j'ai besoin de me déployer, j'ai besoin de me sortir des emmerdes sans dévier de la voie éthique de l'engagement, celle qui me grandit. Ce qui, moi, me frappe dans ces termes-là, c'est ce « je » qui est indiqué partout, je. Très souvent, il y a aussi un « nous ». Mais le « nous » s'oppose presque au « je ». Le « nous », c'est le « nous » de « attention ». Voilà ce que nous pensons généralement, ce que nous croyons penser, ce qui est stéréotypé dans la pensée commune, et puis il y a le « je » qui s'y oppose. En fait, c'est peut-être là que je diffère de Fabrice Midal. C'est que je pense que il ne s'agit pas du « je » qui doit s'émanciper, il s'agit d'un « nous » quand même. Alors peut-être que lui aussi voit un « nous » à quelque part, mais c'est quand même très autocentré. On est quand même s'il le critique, dans une démarche de ce qu'on peut appeler le développement personnel. Moi, je crois que c'est les structures de la société qui doivent être changées collectivement, peut-être, et que ça, c'est une dimension qu'il évoque assez peu. C'est ma révolte, c'est moi. Donc, il reste dans une pensée individualiste qui est celle de notre temps, même s'il dit s'y opposer. J'ai cherché, écrit-il, une autre voie possible. Je savais qu'elle existait. Pendant des années, j'ai cheminé parmi les sagesses, parmi les philosophes, j'ai découvert des trésors. Le petit poucet, l'enfant le plus faible qui se révèle tellement fort de sa capacité d'attention à ce qui l'entoure. Aristote, Nietzsche ou Kant, qui m'ont appris une morale libératrice et m'ont révélé des ressources dont personne ne m'avait jamais parlé. Je cherchais ces ressources en moi. J'ai compris qu'elles existent d'abord dans mon ouverture au monde, aux autres, à moi.
Alors là, peut-être que la critique que je viens de faire s'estompe un peu. Il y a évidemment moi, et il y a le monde quand même, et il y a l'ouverture. J'ai appris à défaire ce qui doit être défait, à libérer ce qui doit être libéré, à apaiser ce qui doit être apaisé, à construire ce qui mérite d'être construit, à dire bonjour à ce qui est. Dans les pages qui suivent, je propose une profonde remise en question de notre manière d'être au monde. C'est là que moi je coince, c'est une autre manière, comme si nous étions tous dans une même manière d'être au monde. Et je ne me reconnais pas, moi, dans le nous, comme s'il y a une accusation faite au lecteur de ne pas être comme lui. Il y a un peu, j'allais dire une présomption, c'est peut-être pas ça, mais quand même une manière de dire moi j'ai raison et vous, nous, collectivement avons tort, qui me paraît un peu caricatural. Un déplacement de notre curseur, une reprise en main de nos existences. Là encore, je me sens pas forcément concerné par ça, j'ai pas l'impression que mon existence m'échappe. Mais peut-être que je suis une exception, je ne sais pas. Avec les emmerdes qui en font partie et qui sont autant de clés offertes à notre sagacité. Mon propos implique de repenser la méditation et je le tenterai en filigrane. Mon propos n'est pas l'apaisement, il est l'allant. Ça me paraît effectivement être tout à fait juste. Et puis ensuite, donc, il va explorer plusieurs dimensions, plusieurs questions. La vie n'est ni douce ni parfaite. Ça semble une évidence. Et puis, opérer donc à des retournements. Savoir dire non. Le retournement, cesse de t'écouter, ne lâche pas ce qui est juste. Là, il s'en prend à une sorte de lieu commun du développement personnel qui est il faut faire le point sur soi et savoir écouter ses émotions, écouter son corps, etc. et qui lui paraît sans doute tout à fait hors du monde. Or, les emmerdes, elles arrivent de l'extérieur souvent, pas forcément de l'intérieur. Ou alors, comment devenir fort? Le retournement, la force n'est pas la puissance du chêne, elle est la souplesse du roseau. Bon. Il reprend en fait la thèse classique de La Fontaine, du chêne et du roseau, de plier sans rompre. Ou alors, je continue à feuilleter ces différents retournements, la vertu du bonjour. La politesse n'est pas une oppression, elle est le génie de la liberté. Alors là aussi, j'avoue être sceptique dès cette idée-là. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais eu comme enseignement que la politesse était une oppression. Enfin, ça a toujours été une base. Soyez polis, mais on peut être poli tout en étant des salopards, ça marche effectivement. Alors il montre justement le fait que mettre des formes de politesse, eh bien, dans la vie, ça peut être nécessaire et ça permet d'engager un dialogue qui effectivement est nécessaire. Arrêtons de vouloir être authentiques, soyons intelligents. Avec comme retournement, ne te contente pas d'être gentil, sois éthique. Alors là, bien sûr, on aurait envie que le chapitre fasse plus que 5 pages, dans le sens où ce terme de éthique est extrêmement problématique. Et être gentil, qu'est-ce qu'on entend par là ? Lisons un bout de ce chapitre 5. « J'ai longtemps tenu à être moi-même. » entre guillemets. Et je reconnais avoir souffert au nom de ce que je considérais être mon authenticité. Je me souviens du premier débat télévisé auquel j'avais été invité. J'étais angoissé. J'avais demandé leur avis à quelques amis et ils m'avaient conforté dans mon idée. Sois toi-même. Je l'ai été. À l'excès. J'étais impressionné, et cela se voyait. J'étais statique, ma voix était monocorde.
mes propos inaudibles. J'étais catastrophique. Des mois plus tard, j'ai quand même été invité à une autre émission. Échaudé par ma première expérience, j'avais pris conseil auprès d'une professionnelle de l'image en répétant que je voulais d'abord être moi-même. Je me souviens de sa réponse. Qui était ce moi qui me tenait tant à cœur? Celui qui sort de son lit le matin pour aller sous la douche, celui qui assiste à une réunion de travail, celui qui se révèle lors d'un dîner en amoureux? Elle m'avait prodigué des conseils très simples, de précieux points d'appui en lien avec la situation particulière qui consiste à s'adresser à un public, à la télévision. Commencer par me mettre en rapport avec mon corps, porter attention à mes gestes, bouger mes mains, moduler ma voix, être présent, être pleinement mon moi amené à se déployer devant un auditoire. De fait, ayant appris une grammaire précise, en ayant intégré la règle du jeu, j'ai pu être moi-même. Alors bon, être soi-même, mais être soi-même en fonction de la situation, ça me paraît, j'allais dire, une évidence. Parfois, j'ai l'impression que ce texte-là enfonce des portes ouvertes tout en nous disant que c'est une pensée révolutionnaire. C'est peut-être effectivement souvent des évidences que nous rappelle, et peut-être est-ce nécessaire de nous les rappeler, Fabrice Midal. Comment marcher sur le fil de l'épée sans tomber? Le retournement, pour vaincre ta peur, ne sois pas courageux, sois aimant. Ou alors, se défendre face au lion, la logique de la domination te fait perdre tes moyens, déjoue-la pour devenir ingénieux. Évidemment, ce sont des vrais problèmes qui sont posés. Le renard est-il un imposteur? L'intelligence n'est pas la ligne droite, elle est l'éclair de la présence d'esprit. Se décourager est trop facile. Les emmerdes sont des questions qui te sont adressées. Écoute-les. Ou encore, le loup est sous le lit, des images animales très fréquentes. Il y a un côté fabuliste chez Fabrice Midal. La peur est l'écho de ta bravoure, célèbre-la. Alors évidemment, ces peurs, qu'est-ce qu'on en fait? C'est peut-être pas toujours facile de célébrer sa peur. Alors, ce livre-là m'a-t-il aidé? Peut-être un peu. Après, j'avoue être, oui, je l'ai déjà dit, être un peu sur ma faim, c'est-à-dire me dire, bon, il me donne des conseils, est-ce que ces conseils me sont adressés à moi spécifiquement? Certains, je peux dire, ah oui, tiens, oui, d'autres, non, d'autres, je me dis, ouais, d'accord, mais, bref, voilà, un livre qui nécessiterait, je trouve, d'être plus, j'allais dire plus dense, de viser autre chose qu'être simplement une aide dans la vie quotidienne. En tout cas, je crois que la philosophie doit aller plus loin dans la réflexion. Et donc, ce mélange de philosophie et un peu de psychologie et de développement personnel, je ne suis pas sûr que ce soit, pour moi, la bonne voie. Je préférerais faire de la philosophie et de la psychologie, mais j'allais dire séparément. Sans avoir toujours cette idée, il faut que je cherche des conseils de vie. Parce qu'au fond, je tiens à une certaine liberté dans ma manière de vivre et je suis gêné par ces impératifs utilisés par Fabrice Midal. Par exemple, chapitre 19, embrasser le crapaud, le retournement. Ne te laisse pas aveugler par la balle d'or, dépêche-toi de grandir. Dépêche-toi de grandir, j'ai l'impression de me faire engueuler par mes parents quand j'entends ça. Et ça me pose un problème. Je me dis, mais si je veux rester petit, je reste petit. Je suis dans une forme
de révolte. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Fabrice Midal est pour la révolte. Ne guérissons pas de la révolte. Ça, c'est le titre du chapitre 20. La révolte n'est pas un geste de haine, mais un acte d'amour, et sur ça, je suis d'accord. Sauf que, peut-être faut-il se révolter également contre ceux qui nous veulent du bien. Donc, traiter de morale pour triompher des emmerdes, oui, mais peut-être que ce qui nous fera triompher des emmerdes, c'est d'aller au-delà de vouloir simplement que notre vie soit une sorte de jeu avec les emmerdes qui sont autour de nous, lui donner un sens peut-être plus fort que simplement passer à travers les difficultés de la vie. Ce livre ne nous évitera pas les emmerdes, nous dit-on en 4e de couverture, mais il vous apprendra à les affronter. Il se trouve que des emmerdes, comme tout le monde, j'en ai affronté. Je n'ai pas besoin de ce livre pour le faire. Je ne sais pas si celles qui vont arriver, ce livre-là m'aidera à les affronter. Peut-être un peu, je l'espère. Mais ce qui est sûr, c'est que cela part quand même d'une bonne intention et que cette idée d'aider les gens à ne pas se laisser faire me paraît quand même tout à fait intéressante. Donc, tout n'est pas à jeter dans ce livre-là. Il s'agit d'y prendre ce que l'on veut, au fond. Fabrice Midal, traité de morale pour triompher des emmerdes.